Retour sur le plateau du grand format pour parler des élections américaines qui consacrent le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. 546 observateurs électoraux étaient aux États-Unis pour suivre le déroulement de ce scrutin qui était très attendu. Il était aussi sur place avec ses plus de 20 ans d'expérience en la matière et à son retour au pays, c'est le grand format qui l'accueille. Ambassadeur Francis Gabriel Oke, bonjour. Bonjour. Alors vous avez observé cette élection pendant plusieurs jours, donc vous êtes également un habitué donc, de ce exercice démocratique pour avoir été chef de la division assistance électorale de la CEDEAO pendant plus de 20 ans. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors quel profil ou expérience faut-il avoir pour observer les élections aux États-Unis? Merci pour cette question. D'abord, aux États-Unis, ils ne parlent pas en termes d'observateurs. Ils parlent de témoins du processus électoral. Donc ça, c'est une nuance qu'il faut relever d'abord, avant toute chose. Ensuite, je voudrais dire que parler de profil, c'est peut-être trop dit parce qu'en 2008, on pouvait parler de profil parce qu'on était 100 experts du monde qui avaient été sélectionnés. Mais cette fois-ci, il y a eu une publication de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et tous ceux qui étaient intéressés pouvaient s'inscrire pour aller observer ou pour aller être témoin du processus électoral aux États-Unis. Mais il fallait payer $1 800 pour s'inscrire et demander un visa. Et dès qu'on vous approuve, le visa vous est accordé, vous prenez en charge totalement. Maintenant, il y a une autre catégorie de gens qui sont des professionnels ou des administrateurs des élections. Oui. Ceux-là sont pris en charge soit par des structures intéressées qui ont des budgets pour ce genre d'activité, et comme la fondation, les bureaux de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux dans nos pays et dans les pays africains, ils ont sponsorisé 2 à 3 personnes qui travaillent dans l'administration électorale et qui ont assisté à cet événement important dans le monde. D'accord, c'était, on va dire, une très belle expérience pour vous. C'est vrai que ce n'est pas pour la première fois que vous observez les élections aux États-Unis. Quel était votre mandat? Bon, notre mandat, c'était de venir témoigner du processus électoral, du processus électoral aux États-Unis, et surtout de venir profiter de l'expérience. Vous savez que les États-Unis ont une longue expérience démocratique et de pouvoir bénéficier de cette expérience-là. Parce que quand vous participez à ce genre de processus aux États-Unis, vous vous étonnez de ce pourquoi nous nous battons dans nos pays. Parce qu'on perd le temps concrètement pour peu de choses. Au niveau des États-Unis, ils ont dépassé ça. Je prends un exemple. Quand vous battez campagne jusqu'à l'avant-veille des élections dans nos pays, vous devez arrêter la campagne. Aux États-Unis, vous pouvez battre campagne jusqu'au jour du scrutin, même aux alentours du bureau de vote. Ça ne gêne personne parce que il y a la confiance et ils savent que, bon, quel que soit ce qui va se passer, leur vote sera validé. Donc, il y a beaucoup de choses. Même ce qui m'a surpris cette fois-ci, même ceux qui n'ont pas pu s'inscrire sur la liste électorale se sont inscrits le jour du vote. Et ils peuvent voter et leur vote est un vote provisoire qui est validé ensuite avant d'être compté. Donc, il y a beaucoup d'aspects que les Américains ont dépassés, sans compter le fait que chaque État a sa législation électorale. Donc, les États-Unis font de la divergence une force. Il y a 52 États, je pense, et chaque État a sa législation électorale, a sa façon de fonctionner pendant les élections, mais ce qui ne gêne pas les résultats issus du processus électoral. Donc, je pense que ça, c'est une leçon. Et nous en Afrique, nous devons profiter de notre divergence pour avoir des résultats qui rassemblent tout le monde. D'accord. Plusieurs fois que vous êtes sollicité pour observer ces élections aux États-Unis. Cette fois-ci, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans le système électoral américain? Non, le système électoral américain, on ne peut pas dire que dans le fond, quelque chose a changé. Mais ce qui a changé,
et que moi j'ai remarqué, c'est dans l'attitude des électeurs. Mais avant le jour des élections, vous avez appris, la majorité avait déjà voté. La majorité des gens avaient déjà voté par anticipation. Mais qu'est-ce qui a poussé à cette attitude? Bon, certains peuvent dire l'insécurité, ils avaient peur, mais beaucoup d'Américains ont manifesté leur vote avant le jour, ce que n'avaient pas remarqué les autres fois. Ensuite, quand dans nos pays, les votes par anticipation créent des problèmes, il n'y a pas de confiance, c'est un box qui est dehors, surveillé par des caméras, hein, et le citoyen, il vote, et il s'en va, il a confiance, on nous montre un grand carton qui est dehors, et devant le bureau de vote, on dit oui, c'est là qu'on a conservé les votes par anticipation. Tout le monde était sidéré. Donc, moi, c'est ce qui m'a marqué. Sinon, fondamentalement, je ne vois pas ce qui a changé dans le processus électoral. Alors, dans les discours de campagne, nous avons assisté aux attaques entre les deux candidats. Donc, principalement, finalement, il y a eu des idées, les projets qui ont primé. Est-ce que ça fait partie de la vitalité de la démocratie? Exactement. Ça fait partie de la vitalité de la démocratie. Et il y a eu des attaques. Et même celui qui est élu, il a fait des erreurs à attaquer les hispaniques, mais il s'est entouré de spécialistes de campagne, de juristes, de spécialistes de médias, de beaucoup de spécialistes qui le corrigent chaque fois. Donc, les élections aujourd'hui, ce n'est plus du hasard, c'est du professionnalisme à tout point de vue, et à toutes les étapes, il faut savoir ce qu'il faut dire aux électeurs. Donc le président Trump, on le corrige chaque fois et il rectifie. Donc les attaques personnelles n'ont pas primé. C'est les idées. Et le président Trump son dispositif a étudié ce qui touche directement la population américaine, ce qui impacte les questions qui sont d'actualité. Et ils ont préparé des solutions qu'ils ont proposées au peuple et qui a convaincu le peuple, et le peuple a choisi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut des idées. Et quand on se prépare pour aller aux élections, il faut étudier le terrain, étudier les électeurs, étudier la situation du pays et savoir quel discours mener. Donc, il ne s'agit pas de passer le temps à se plaindre. Il faut étudier et apporter une solution. Tant que vous n'apportez pas de solution concrète, soyez comme nous autres, citoyens, simples citoyens. Mais si vous allez aux affaires, c'est que vous avez des solutions pour mieux faire. Alors, moi, je pense que c'est ce que Trump a utilisé. Et en tant qu'observateur, globalement, quelle lecture faites-vous justement du déroulement de ces élections? Non, mais le déroulement des élections se sont passés conformément aux tests des États-Unis. Donc, et conformément à la législation américaine. Au début, moi, on était inquiet parce que le président gagnant se disait que s'il ne gagnait pas, il menaçait. Donc, est-ce que c'est une stratégie? Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons constater que toutes les stratégies du président Trump ont marché. Donc, et il a gagné aussi bien les votes des grands électeurs, et il a gagné aussi les votes populaires. Donc, ce qui est rare. Et ce phénomène est arrivé une fois au 19e siècle sous le président Covenant, où il avait gagné aussi bien le vote, c'était en 1892, il a gagné aussi bien le vote des électeurs, le vote populaire, que le vote des grands électeurs. Au début, tout le monde pensait que, vu la façon dont le président Trump réagissait, que ça n'allait pas emporter. Et surtout les pays africains, on était tous inquiets. Mais, en fin de compte, il a étudié sa société, il a apporté des réponses. Même si, en prenant le pouvoir, il n'a pas concrètement réalisé ce qu'il voulait, mais il a convaincu avec les réponses qu'il avait apportées aux problèmes des citoyens américains en ce temps. Alors pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour la candidate démocrate? Bonne question.
qu'est-ce qui n'a pas marché pour la candidate démocrate, qui avait quand même les atouts, étant du parti au pouvoir? D'abord, première chose, c'est qu'il n'y avait pas les primaires. Elle n'avait pas été portée par les primaires. Deuxième chose, bon, celui qui lui a cédé la place a mis du temps avant de lui céder la place. Donc, elle a eu une centaine de jours seulement de campagne. Quand le président Trump, lui, depuis 4 ans, depuis qu'il avait perdu, il se préparait. Et je pense que ça, c'est une leçon pour nos acteurs politiques. Il ne s'agit pas de perdre et de se confondre dans une opposition. Non, il vaut mieux se préparer. Plusieurs présidents français, ils ont perdu plusieurs fois avant de... Monsieur le président Mitterrand a perdu plusieurs fois avant de gagner. Donc, la perte d'une élection doit être le début des préparations pour la prochaine élection. Et c'est ce que Trump a fait. Depuis 4 ans, il étudiait en détail le processus. Il étudiait les erreurs des démocrates. Il y a une autre question importante. La question des avortements. C'est des questions qui touchent le social. Donc, la question des PD, et des homosexuels, ça, c'est des questions qui touchent la plupart des Américains. Et Trump a surfé sur tout ça pour gagner, pour contrecarrer les idées que défendait. Et aussi, vous savez, il est difficile d'être candidat. En même temps que c'est un avantage d'être le candidat d'un parti au pouvoir, c'est aussi un désavantage parce que vous devez défendre les erreurs où vous êtes comptable du bilan du parti au pouvoir. Donc, tout ça a milité contre la candidate Kamala. Et enfin, c'est une femme. Et c'est nous les Africains qu'on accuse que nous ne voulons pas être dirigés par des femmes, mais arrivé aux États-Unis, vous pouvez percevoir que une femme pour diriger, c'est pas pour aujourd'hui. Donc ça aussi, même des femmes dans les débats que nous avons suivis défendaient Trump. D'accord. Alors, en 2020, quand il avait perdu les élections face à Joe Biden, Donald Trump criait à la fraude, au trucage pour le faire échouer. Est-ce que la fraude électorale est possible aux États-Unis? Le système tel que nous, on l'a vu, il est difficile de frauder. Tout est électronique. Et dans un même bureau de vote, c'est là aussi une leçon que j'ai tirée. Dans un même bureau de vote, vous pouvez choisir de voter électroniquement ou de voter manuellement. Donc, la confiance au système est tellement renforcée que personne ne pense même aux fraudes. Trump, il le dit, pour moi, c'était une stratégie de campagne, c'était une réaction par rapport à sa défaite en son temps. Mais personne ne se pose la question. Et si cette fois-ci, puisqu'il menaçait de fraude, et s'il n'avait pas gagné, qu'aurait-il fait? Donc, je pense que il y a des réactions qu'on peut avoir sous l'émotion, mais ils ont confiance en leur système, et c'est ce qui est important, et c'est un système solide. Et justement, c'est ce qui, on va dire, détermine le taux de participation souvent aux élections, lorsque les électeurs ont confiance donc, aux organisations ou aux organes donc, en charge de conduire les élections. Cela augmente donc, le taux de participation à ces élections. Est-ce que c'est l'une des leçons qu'on doit tirer de ces élections américaines? Oui, je pense que c'est l'une des leçons. Il faut qu'on ait confiance à nos structures. Et il faut aussi que les organes qui organisent les élections aussi méritent la confiance. Oui. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et pour ça, nous avons, dans nos pays, nous avons un cadre électoral. Nous avons une constitution. Nous avons des documents qui cadrent, qui régulent notre processus électoral. Donc, toute personne et tout citoyen qui a la responsabilité d'organiser des élections doit toujours avoir ces documents comme boussole. Et dès que vous discutez, il fait référence aux articles qui fondent ces actions et qui fondent les décisions qu'il prend. Et chacun se plie.
Ah ben si dans les tests qui régulent les élections, c'est prévu tel et tel, et qui prend les décisions conformément à ces tests, je ne pense pas que le perdant puisse avoir les moyens ou les arguments pour le contrecarrer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour mériter la confiance, il faut agir selon les tests qui régulent. Et chaque société, chaque État a ses tests. Et si vous êtes responsable, agissez par rapport aux tests et vous êtes quitte. Alors, en tant qu'expert des questions électorales avec plus de 20 ans d'expérience, comment voyez-vous ce nouveau mandat de Donald Trump? D'abord, j'ai une trentaine d'années d'expérience dans ce domaine. C'est indiscutable et incontestable. Oui. Alors, maintenant, ce nouveau mandat, quand j'étais là-bas, j'étais le seul à poser la question aux experts, analystes américains qui nous faisaient le débriefing de la politique internationale africaine. Comment elle sera maintenant? Mais aucun d'eux n'a pu répondre. Ils ont dit que Trump seul sait comment il fera sa politique internationale. Mais déjà, nous pouvons remarquer que pendant la campagne, il avait déjà promis l'intervention des États-Unis dans les guerres. Dans les guerres. Et c'est quelque chose que Trump a promis d'arrêter. Et quand quelqu'un veut arrêter la guerre, moi je ne pense pas que la majorité soit contre. Donc tout ça est allé à son avantage. Parce qu'aujourd'hui, l'économie, le citoyen américain est touché par tout ce qui est investi. Quand il se rend compte que c'est son impôt qui sert à investir, à alimenter la guerre, et ils se disent, ah non. Et ça aussi a milité pour que même des démocrates votent pour Trump. Parce que tout est devenu cher, la vie est devenue chère, et beaucoup d'analystes l'ont déjà dit, la vie est devenue complètement plus chère. Moi, j'étais aux États-Unis en 2008 pour l'élection d'Obama, et l'hôtel que j'ai occupé, quand vous payez l'hôtel, c'est inclus le petit déjeuner. Mais cette fois-ci, vous payez l'hôtel et vous payez le petit déjeuner à part. Ah oui. Donc tout ça, c'est des choses qui frustrent. Et je pense que les citoyens, même les chauffeurs, le citoyen lambda, ils étaient touchés par la cherté de la vie. Et bon, Trump en a profité pour en faire un argument. Alors, les résultats qu'on a vus ont surpris, on va dire, beaucoup, puisque les sondages annonçaient un scrutin beaucoup plus serré donc, entre les deux candidats. Finalement, c'est un autre visage donc, que nous avons découvert au terme du vote. Comment vous l'expliquez? Ah oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on se méfie des sondages. Parce que les sondages aussi, ça dépend de celui qui commande les sondages. Celui qui paye, peut donner des orientations. Donc, les sondages, oui, mais il faut les prendre avec pincette. Moi, depuis une semaine avant les élections aux États-Unis, des amis me demandaient alors la tendance. Je dis la tendance, si vous êtes aux États-Unis, la tendance est Trump, mais wait and see, on ne sait jamais. Donc, les résultats n'ont pas surpris les observateurs qui étaient sur le terrain parce que la tendance était claire, la cherté de la vie et les questions liées aux avortements et tout, beaucoup étaient contre. Donc, et ils ont voté pour Trump parce que lui, il a présenté des solutions. Donc, alors, il y a les pays, on va dire tous les pays africains ont bien suivi ce processus électoral, y compris le Bénin, le Bénin qui justement prépare sa première expérience donc d'élection générale en 2026. Quelles leçons le Bénin justement peut tirer donc de cette élection américaine pour améliorer son système électoral? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la leçon c'est la rigueur et puis et la transparence dans le processus pour mériter la confiance. Il faut que les électeurs surtout écoutent, parce que c'est une première expérience qui a un avantage pour le pays. L'avantage, c'est d'éviter de faire des élections chaque année. Et donc ça a un avantage de coût et de temps pour les élections, parce qu'en Afrique maintenant les électeurs sont fatigués d'aller aux élections tous les ans. Donc moi je pense que c'est un gros avantage. Maintenant il faut que ce soit bien organisé et que les institutions, que les électeurs aient confiance aux institutions, aient confiance au processus et se préparent vraiment. Aujourd'hui, il faut chercher à convaincre le peuple. Dès lors que le cadre légal est fixé,
le futur candidat ou l'acteur politique doit chercher à trouver des arguments pour convaincre sa base afin de gagner les élections. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important et je pense que les Béninois, il faut que, c'est pas que les Béninois, les lecteurs africains n'est plus novice avec les médias et tout. Et tout est dans la rue maintenant et toutes les informations sont dans la rue. Donc, les gens n'ont qu'à user de toutes les possibilités qu'offrent les médias pour informer sur leur politique, surtout sur leur action, les actions qu'ils veulent mener et pour améliorer la vie des Béninois. C'est tout ce qu'on attend. Si on ne peut pas faire mieux, il vaut mieux qu'on reste là où on est. Ah oui, c'est ce que nous on attend. Il faut que quelqu'un vienne, que quelqu'un nous dise quelles sont les solutions qu'il a de mieux pour notre bien-être. Ah oui. Merci à vous, Excellence Francis Gabriel Oquet. Vous venez d'observer le déroulement des élections présidentielles aux États-Unis. Vous avez été par ailleurs représentant permanent de la CEDEAO auprès de l'Union africaine et chef de la division assistance électorale de la CEDEAO, fonction que vous avez occupée pendant une vingtaine d'années. D'aucuns vous appellent d'ailleurs affectueusement Monsieur Élection. En tout cas, vous faites la fierté du Bénin avec vos expériences en matière de gouvernance électorale. On va dire bonne journée à vous. Merci beaucoup.